Réflexion socio-économique. 12. Macroscopie bi-économique. 8. Dette politique économique. Interventionnisme. 1. Des fausses dettes historiques à la vraie dette sociétale. Les dettes librement contractées par divers agents économiques privés ou publics aptes à les rembourser intégralement, via une forme ou une autre de création de richesse ou de valeur, sont éminemment utiles et souvent sociétalement profitables, moyennant l'ajustement cohérent d'un taux d'intérêt viable et optimal, permettant à l'une et l'autre partie de s'y retrouver financièrement. Mais force est bien de constater que l'endettement chronique et croissant de citoyens actifs ou non, de plus en plus nombreux concernant leurs besoins vitaux, ainsi que le gouffre financier de la dette publique pour assurer les services universels les plus essentiels, sont la preuve historique et mesurable des déséquilibres et des aberrations qui résultent d'une socio-économie monosystémique, particulièrement en raison de la prédominance de l'intérêt privé sur la nécessaire, sinon même préalable, solidarité collective. Comme déjà remarqué, la situation actuelle du système financier mondialisé atteint de fait la limite de sa folle logique, jusqu'à toucher désormais l'absurdité de ses plus ubuesques contradictions, puisque l'on en vient à prêter à taux d'intérêt négatif et à distribuer sans contrepartie un argent public plus ou moins fatalement alimenté par la planche à billets, tandis qu'en une triste symétrie, la surépargne traduit autant l'inquiétude des classes moyennes chancelantes que l'embarras financier de la minorité la plus fortunée, en quête désespérée de quelques placements profitables. Pour rappel, il est déjà reconnu par de nombreux économistes qu'en réalité, la dette publique résulte pour moitié de la baisse chronique d'impositions consenties aux plus riches particuliers ainsi qu'à leurs entreprises, tandis qu'inversement, la hausse hélas incontournable des dépenses publiques palliatives en matière d'aide sociale, de soins médicaux, de police, de justice et autres sauvetages éducatifs ne parvient jamais à colmater les brèches sociétales de toutes les formes de violence ainsi engendrées par l'hyperconfusion monosystémique, cela expliquant visiblement l'autre moitié d'un déficit sociétal structurellement suscité et aggravé. En lieu et place d'une proportion et d'une affectation optimale s'agissant d'endettement, signe de bonne gestion, toutes les formes de dette actuelles, ainsi que leurs volumes excessifs, ne sont que des fuites en avant subies par les uns ou délibérées chez les autres, selon la seule position hiérarchique des personnes physiques et morales concernées, État inclus, traduisant par là un impossible rattrapage financier ou son symétrique de surchauffe spéculative et autres surcroissances plus ou moins anticipées, sans qu'aucun équilibre techniquement sain ne soit la plupart du temps obtenu ou durablement maintenu, pour cause d'effets délétères provenant des autres dimensions essentielles du circuit socio-économique réel, en particulier la production et la consommation, du point de vue vital du partage de la valeur de tout travail ou statut. La cancérisation peu à peu généralisée, induite par l'absence de partition-répartition bi-économique équilibrée à 50% et de son corollaire délodiste sur le versant républicain, se traduit par le développement des formes les plus nocives d'épargne, d'investissement et d'endettement, sur fond de spéculation déconnectée du réel, avec pour résultat commun l'empoisonnement contagieux de toute l'économie et la disparition de l'argent utile, si indispensable à tous. Ainsi, se multiplient à l'infini des formes toujours plus subtiles de fausse épargne, de fausse dette ou de faux investissements, au sens de toute cohérence objective élémentaire. C'est donc par le jeu de la circulation monétaire et du déséquilibre fiscal et bancaire qui la régule que les cellules mortifères du corps social se propagent via le sang de l'économie, jusqu'à condamner un léviathan rendu mortel par les conditions faussées de sa propre naissance. Car le biais historique de nos comportements socio-économiques, encore trop primaires, entraîne les complications d'effets boomerang pervers, avec l'obligation pour le pouvoir en place d'en contrebalancer à grands frais les multiples déséquilibres sociétaux, à la façon contre-productive d'un traitement symptomatique ne s'attaquant jamais au cœur du problème. L'État se trouve historiquement obligé d'emprunter peu ou prou l'argent qu'il n'a pas perçu sous forme d'impôts universels pour faire face à une masse constamment croissante de dépenses pseudo-caritatives ou curatives rendues de fait indispensables par l'absence d'équilibre interdomanial, tandis que nombre de particuliers sont contraints d'emprunter à grand risque
l'argent légitime que la société ne leur procure pas, faute de faire respecter le niveau objectif et mérité du salaire de leur labeur. Le véritable échec historique, ainsi promis à terme par l'improvisation du seul pilotage de l'intérêt individuel, ou minoritairement partisan, aboutit à l'opposé de la moindre cohérence sociétale durable, au point que tous les comportements ressentis comme les plus rationnels et les plus vrais deviennent sans cesse plus faux et contradictoires du point de vue de l'objectivité universelle et des droits légitimes qui la définissent. C'est ainsi que la coquille visible des plus grandes civilisations finit par se vider de sa substance vitale positive, impliquant aussitôt la dépression collective d'une vie creuse, car dénuée de tout bon sens commun. Face à cette apparente fatalité historique, jusqu'à présent dictée par l'ignorance des conditions si implacables de notre double nature, la solution de l'équilibre bi-économique à 50% brut, sur la fondation de son principe de partition-répartition universelle, permet de comprendre que la seule véritable dette se résume aux obligations réciproques et égales qui fondent la complémentarité parfaite de la société et de l'individu. La dette objective et si incontournable de l'histoire originelle unit en effet ces deux entités, à la manière d'un tout et de ses éléments, à condition que cela soit de façon égale autant que réciproque. La dette permanente qui en résulte n'est qu'un simple devoir d'objectivité intelligente, c'est-à-dire de compréhension ou d'inclusion enfin exhaustive des tenants et aboutissants correspondants, via le progrès de la conscience humaine et l'usage de la raison. Cela correspond ici à la notion de valeur objective sociétale, en tant que richesse commune résultant de l'histoire, dans le sens non seulement matériel des apparences, mais tout autant culturel, philosophique, ainsi que scientifique et technique. La réussite souvent admirable des citoyens les plus entreprenants trouve pour moitié son origine dans les conditions sociétales du moment historique spécifique qui permet à ces derniers de se réaliser pratiquement sans limite. De même que les autres citoyens, même les plus fragiles d'entre eux en termes pourtant réducteurs de dépendance socio-économique, profitent à leur manière d'un environnement sociétal ou infrastructurel commun, riche héritage d'une aventure hélas jusqu'à présent trop inéquitablement partagée. La chance très variable octroyée à chacun par la naissance et l'éducation n'est en réalité que la trompeuse apparence historique d'un faux mérite pour l'exacte moitié de sa teneur, et tout citoyen adulte se trouve donc identiquement redevable en termes minutaires envers la société dont il profite de facto, en contrepartie des potentialités et du bien-être relatif précisément garantis par le niveau de développement de ladite société. Au final, il apparaît dès lors que la seule dette véritable, puisque objective et universelle, est celle qui unit chaque individu à tous ses concitoyens via la société, sur la base minutaire de l'équilibre interdomanial à 50% défini dans les chapitres précédents, tandis que la juste contrepartie publique de cette obligation se concrétise via l'instauration constitutionnelle du revenu universel et de sa garantie citoyenne, au même titre que les multiples services ou pouvoirs dits régaliens, sachant que le volume des besoins de ces derniers se réduira dès lors aux seules dépenses positivement utiles, grâce à la disparition subséquente de tous les replâtrages palliatifs simultanément avec celle de la précarité, de la pauvreté et de la misère, comprises dans leur sens psychologique autant que matériel, et concernant différemment tous les étages de la société. Les déviances socio-économiquement si nocives observables en matière d'épargne, d'investissement, de dette et d'équilibre monétaire ou financier seront rendues inoffensives, pour ne pas dire ridiculement inutiles, aussitôt que l'équilibre bi-économique atteindra le seuil des 50% bruts correspondant au juste minimum-opti maximum précédemment établi. Comme pourront à coup sûr le démontrer les utiles analyses minutaires directes ou comparatives de l'avenir, seul ce niveau précis de partition-répartition saura correspondre à l'équilibre pyramidal inconsciemment recherché depuis les plus anciennes sociétés, entre la contrainte sociale de l'égalité minimale, l'exigence individuelle de la liberté maximale, et l'usage le plus économe de toutes les ressources que cela implique en matière d'impact écologique et de gestion pratique exhaustive. 2. L'État et la politique socio-économique.
En tant qu'acteur essentiel de la moindre cohérence sociétale et niveau le plus élevé de gestion d'une communauté nationale censée être souveraine, l'État s'est historiquement imposé comme le centre de toute décision stratégique d'ordre politique, socio-économique et culturel, non sans tirer sa puissance toujours relative d'une construction improvisée, inévitablement fondée sur la loi du plus fort, faute de démocratie réelle. Politiquement, l'absence de cette dernière implique la gouvernance de fait d'une classe surdominante minoritaire, directement compatible avec les pouvoirs économiques issus de la concurrence historique permanente propre à la sphère des intérêts privés ou partisans, via la propriété, les armes, l'idéologie ou l'argent, et plus encore tout mixage subtil de ces éléments selon l'époque et le lieu considéré. Il n'en reste pas moins que, sitôt constitué, puis consolidé par le temps et l'espace géodémographique qui lui correspond, l'État devient de facto le garant d'un minimum de cohérence sociétale plus ou moins pacifique, en particulier via la loi et la justice, et ce, dans l'intérêt même des citoyens qui en exercent le pouvoir ou profitent de ses faveurs. Dès lors se constitue un embryon de domaine public avant l'heure, hélas toujours historiquement trop limité par l'absence de démocratie et plus encore par la domination minoritaire d'intérêts économiques privés très vite devenus financiers, dont la tendance naturelle est de s'épanouir bien au-delà de toute limite objective aux dépens de l'équilibre sociétal interdomanial. Les risques sociaux qui en découlent obligent l'État en question à endosser un rôle d'arbitre, soit en imposant un minimum de règles à la jungle asociétale de la liberté historique, soit en réparant les dégâts de cette dernière a posteriori via une forme ou une autre d'État-providence, voire d'État-pompier, quand ce n'est pas en même temps pompier-pyromane. Au travers de leur évolution historique, les grandes civilisations ont ainsi, en partie, obéi à la loi de l'équilibre bisphérique tendanciel, bon gré, mal gré, répondant par là à l'instinct grégaire de l'humanité, au besoin irrépressible de faire société pour allier les énergies individuelles et réaliser de grands projets en donnant corps aux États correspondants, non sans échouer périodiquement pour les raisons que vient précisément de cerner la thèse des tempérants. La juste quête de paix et de bien-être qui caractérise notre humanité, dans le sens relatif de dimension et de conscience avérée supérieure à celle des sociétés végétales ou animales, s'exprime historiquement par la quasi-identité de fait entre l'État et le domaine public. Cette équivalence n'est ici que potentielle, hélas, en raison de l'absence de toute décision politique authentiquement majoritaire, comme de partition-répartition bi-économique et minutarisée équilibrée à hauteur de 50%. Mais sa réalité déjà si révélatrice au cours de notre aventure humaine démontre l'impérieuse nécessité d'atteindre et de pérenniser l'équilibre clarifié et universalisé ou individuellement réparti de ce fameux minimum-maximum, comme si l'histoire locale ou planétaire nous indiquait le bon chemin malgré son caractère hautement improvisé, tel un pôle nord social constamment visé par l'inconsciente boussole de notre humanisation. Sous la double influence des attentes encore contradictoires de chacun d'entre nous en tant que personne sociale et libre individu, l'État ou son équivalent se trouve ainsi programmé pour une évolution dont la tendance à terme ne peut qu'être authentiquement démocratique, c'est-à-dire délodiste et bi-économique, et ce, en dépit du pessimisme ou autre collapsisme ambiant que suscitent les effondrements sociétaux actuels, tant nationaux que planétaires. Car la démolition provisoire du bien commun par les exactions sans précédent d'un ultralibéralisme devenu totalitaire, au quai actuel de l'histoire, ne saurait contrarier durablement cette promesse vitale, inscrite dans la définition même d'une humanité toujours assoiffée de progrès grâce à la croissance de ses moyens, autant que malgré cette dernière, selon les intentions à l'œuvre. La plupart du temps, et dans les conditions historiques pour le moins imparfaites déjà amplement analysées, la politique économique, telle que sciemment pratiquée par l'État, n'a que très peu de chances de correspondre aux intérêts majoritaires de la population correspondante, même lorsqu'un capitaine bien intentionné se trouve à la barre. Le poids historique des principaux pouvoirs économiques, joint à l'inertie souvent complice d'une haute administration aisément corruptible, sont autant de facteurs influents sur les décisions de quelques individus, par ailleurs non représentatifs de la majorité démocratique, ne serait-ce que par le simple jeu du chantage à l'emploi ou à la délocalisation,
surtout depuis que toutes les clés décisionnelles se trouvent entre les mains de la sphère privée ou de commissions supranationales non élues, comme c'est le cas pour la France au sein de l'Union européenne. La professionnalisation de la politique favorise la mise en place de réseaux d'influence structurellement mafieux, au milieu desquels naviguent sans cesse lobbies, experts, partis politiques et autres ONG pour conseiller les élus décideurs, le plus souvent dans le sens des intérêts supérieurs de la classe dominante, tant et si bien que dans un tel contexte, le rôle du pouvoir politique se réduit à un permanent tour de passe-passe sur fond d'effets de communication, de promesses trahies et autres mesures délibérément contradictoires, en proportion directe des intérêts financiers en jeu. Dès lors, les grandes options de toute politique économique prétempérante se trouvent dictées par la bourse et les plus grandes entreprises d'envergure multinationale, dont les bas intérêts ont abouti à l'actuelle jungle mondialiste, pour le piètre résultat que l'on sait concernant non seulement les peuples, mais les États eux-mêmes, en tant que garants supposés de la paix civile autant qu'internationale. Le rôle de l'État, d'un président ou d'un ministre, tel qu'attendu par les citoyens, ne consiste pas à médiatiser des visites sur le terrain pour soutenir moralement telle ou telle entreprise ou corporation en difficulté, mais à créer et maintenir les conditions optimales de réussite socio-économique de toute activité utile, de chaque initiative citoyenne susceptible d'être viable dans le contexte national, ce qui est totalement contradictoire avec l'ouverture sans limite des frontières aux marchés internationaux ainsi qu'à la concurrence déloyale du low-cost et du néo-esclavage encore imposé par les leaders commerciaux et financiers de la sphère privée. On retrouve à cet égard la dérive historique que risque tout personnel politique minoritaire ou insuffisamment démocratique, ainsi que la confusion des genres désormais évidente qui fait clairement percevoir les dirigeants politiques comme les larbins empressés des plus grands patrons, au point qu'il devient fréquent de voir des milliardaires s'offrir directement le pouvoir politique, à la façon d'un trophée, sans la pudeur du moindre écran de fumée. Tel est aujourd'hui le triste résultat du totalitarisme économique, auquel aboutit toujours la surconcentration des puissances financières à force de monopolisation, jusqu'à atteindre le paradoxe actuel de la négation absolue du véritable libéralisme. Point n'est besoin de citer ici des exemples supplémentaires pour montrer le lien intrinsèquement réciproque unissant la fausse démocratie électorale à la quasi-privatisation du bien public et de l'État en matière de priorités économiques. Tant il suffit de lire la presse hebdomadaire, la mieux informée, pour en observer les constants rebondissements, surtout concernant la porosité opaque de la frontière entre les sphères publiques et privées, dont la pire des conséquences se traduit en termes de défiance totale des citoyens vis-à-vis des élus et de la haute administration. Cela dit, les mêmes travers se retrouvent aux échelons inférieurs des autorités et collectivités locales ou régionales, et jusqu'au niveau de la moindre commune d'envergure suffisante, sachant que les modes d'organisation politique et constitutionnelle prédélodistes augmentent structurellement les risques de déviance interdomaniale par manque de transparence et absence de décision finale citoyennement majoritaire. La conséquence historique inéluctable des pratiques observables atteste ainsi le besoin de réformer les fondations constitutionnelles, en préalable à toute application d'une biéconomie minutarisée digne de ce nom, et fait comprendre au passage les multiples limites inhérentes à la notion d'interventionnisme. Car, en l'absence de démocratie concrétisée par la partition-répartition interdomaniale proposée dans ce volume, les autorités publiques sont condamnées à gérer leur espace géographique de façon plus économique que sociale, ou pour être plus précis, de façon d'abord économique, puis accessoirement sociale. En effet, un pouvoir principalement assujetti aux intérêts privés devient avant tout le levier de ces derniers, tant en matière de législation ou de réglementation que dans le domaine de l'interventionnisme, comme le démontre l'exemple historique sans précédent de l'ouverture totale des frontières aux quatre vents de la concurrence mondiale la plus déloyale et le transfert de la souveraineté économique au pouvoir financier planétaire. Suivant la logique historique de la prédominance de l'intérêt privé sur les besoins publics, illustrée par une balance interdomaniale ainsi déséquilibrée en faveur du marché libéral, à laquelle s'ajoute la confusion publique-privée si caractéristique de chaque société monosystémique, les pouvoirs publics assurent prioritairement les conditions de la liberté maximale
bien au-delà des 50% que suppose l'équilibre du minimum-maximum, tandis que leurs décisions politiques les plus positives, au sens de volontaire, soutiennent la loi du marché en dépit de l'apparence des discours et des régulières mises en scène médiatiques. Ce type d'interventionnisme est avant tout mono-économique, c'est-à-dire basé sur l'obsession de la seule croissance, de la compétitivité, de la rigueur monétaire et salariale et du suremploi non partagé, au seul nom d'une liberté d'entreprendre en réalité devenue monopolistique, le tout présenté sur le miroir aux alouettes de la fallacieuse promesse d'un ruissellement sans cesse remis aux calendes grecques, alors même que, dans les pays surdéveloppés, le gâteau à partager s'avère déjà écologiquement démesuré. Dans ce même contexte monosystémique et ultralibéral, le rôle social de l'État et des collectivités est certes très important, mais plutôt secondaire, en ce sens qu'il est dès lors endossé comme une obligation de rééquilibrage minimal, un indispensable rattrapage sociétal visant à maintenir un semblant de paix sociale par l'application de rustines et autres aides quasiment caritatives, lesquelles sont autant d'insultes aux droits fondamentaux de chaque citoyen assisté, tandis que les conditions d'imposition et de répartition, en devenant inextricables avec le temps, favorisent les pires abus. À terme, et en raison même des excès du libre marché sournoisement encouragé par priorité, le pognon de dingue que ce rééquilibrage social suppose atteint de vaines disproportions, sans jamais résoudre l'équation sociétale fondamentale, et ce, toujours sous la pression revendicative des populations concernées, accusant un retard permanent par rapport aux progrès historiques potentiels, un peu comme si la société marchait à reculons, ligotée plus qu'encordée par l'effet d'entraînement des leaders politiques et économiques, ce qui ne saurait être ici surprenant, puisque ces derniers visent un but minoritaire ou privatif dès lors contraire aux aspirations de l'intérêt général. Le rôle social des pouvoirs publics se trouve alors infecté d'une saveur amère et négative, encourageant la décadence de maintes formes d'assistanat sans contrepartie, tandis que les replâtrages correspondants n'ont aucun effet d'entraînement positif vers la sortie du tunnel, puisque ce dernier devient chaque année plus long et plus obscur, jusqu'au point d'encourager les maladies chroniques des uns et la délinquance violente des autres, obligeant l'État à la fuite en avant de dépenses palliatives et répressives toujours plus inopérantes. Tout comme on pouvait parler de fausse épargne, de fausses dettes ou de faux investissements plus hauts, le rôle social des autorités, pour historiquement réel qu'il soit, n'en est pas moins faux, car intrinsèquement faussé du point de vue objectif de la bi-économie minutarisée et des droits inhérents à chaque existence. Cela revient à dire qu'au lieu d'une politique d'abord économique compensée a posteriori par une assistance sociale objectivement négative, car déguisée en charité plus que douteuse, et sur la base d'une complexité administrative aboutissant pour la France d'aujourd'hui à l'aberration de 200 types d'aides sociales différentes, mieux vaudra adopter le plus tôt possible une politique directement sociétale ou socio-économique au vrai sens délodiste et bi-économique de ces termes, sous la seule forme équilibrée possible des 50% bruts de partition-répartition universelle. Le paradoxe est qu'en séparant clairement les domaines privés et publics pour les réassocier à égalité sur la balance sociétale, la solution bi-économique permet de réunir le social et l'économique de façon enfin objectivement viable et pérenne, alors même que nos comportements historiques primaires n'ont jusqu'à présent cessé d'éloigner et d'opposer ces deux faces si complémentaires pour l'équilibre humain. Or, c'est en atteignant l'unique seuil stable des 50% bruts, de façon minutairement calculée et universellement répartie, que chacun de ces deux domaines sociétaux se trouvera purgé de ses mains défauts historiques et autres tares monosystémiques. En effet, tous les éléments constitutifs de l'un et l'autre domaine n'auront alors plus aucune raison d'être faussés ou déviés par la délinquance du moindre abus vital, puisque, quelles que soient les circonstances des temps à venir, le calcul minutaire direct ou comparatif permettra de sous-peser enfin objectivement chaque domaine et d'équilibrer en continu la balance sociétale, jusqu'à l'échelon crucial de chaque citoyen adulte actif. Les 200 aides sociales françaises actuelles, si coûteusement mal réparties, et le plus souvent fondées sur le rattrapage aléatoire des abus d'un monosystème prioritairement capitaliste, pourront se simplifier à l'extrême
en un seul et même revenu citoyen universel, définissant en même temps l'identité socio-économique du peuple correspondant et sa fraternelle solidarité, tandis que chacun participera au bien commun à égalité d'activités minutarisées sur la base de l'équivalent d'un mi-temps. Dès lors que l'on tient compte des économies ainsi réalisées, mais aussi de la participation active de l'ensemble des adultes en âge et en capacité même minimale de travailler, et plus encore de la disparition des surdépenses palliatives actuelles en matière de santé, de police et de justice, il est incontestable que les budgets publics pourront inclure un revenu universel plus que décent, non sans réorienter la plus grande partie des services publics vers la satisfaction positive et non plus palliative de l'ensemble des besoins historiquement universels. En surprime, s'offrira l'avantage sans précédent d'une liberté de temps et de choix garantie à chaque citoyen et surtout l'apaisement généralisé de toutes les tensions vitales, primaires et concurrentielles jusqu'à présent si contraires à notre indispensable processus d'humanisation. La libération qui en résultera, tant individuelle que collective, deviendra aussitôt la preuve concrète du dépassement de notre nature par notre culture, donc de nos instincts les plus animaux par la raison que procure chaque nouvelle connaissance, ouvrant à chacun l'accès à une sagesse et à un contentement aux effets écologiques salvateurs. 3. Vers l'assainissement généralisé et pacificateur. L'État et les collectivités de demain pourront ainsi se libérer du rôle schizophrène que la confusion monosystémique leur impose entre leurs priorités économiques et leurs devoirs sociétaux, sur la base d'une gestion aussi locale que possible, propre à garantir la transparence et la réactivité la plus réactualisée, au fil de besoins collectifs constamment évolutifs, et plus encore dans le respect de chaque culture ou niveau de développement. D'illusions perdues en si douloureux échecs, toutes les socio-économies mixtes, confuses et incomplètes issues de l'histoire, et jusqu'à présent ballottées entre les tendances extrémistes du tout social ou du tout économique, via les excès contraires du socialisme pur et dur ou du capitalisme hyperlibéral, n'offrent de fait aucune issue réelle et exhaustive à l'équation vitale qui se résout ici, car le choix par défaut de démocraties électorales, assises sur un monosystémisme poreux entre les deux sphères sociétales, n'est qu'un pis-aller constamment instable, tôt ou tard sujet au déséquilibre d'un marché privé par trop débridé, au point de déguiser hypocritement la même logique de concentration antidémocratique sur les 4 faces de la pyramide commune. Au contraire de cet état de choses, aussi subi qu'improvisé, la solution universelle de la partition-répartition bi-économique, associée à la priorisation délodiste des choix collectifs sur une base minutarisée, sera seule à même de clarifier définitivement le cocktail sociétal confus imposé jusqu'à présent par nos aspirations d'apparence historiquement contradictoires entre la solidarité sociale et la liberté individuelle, pour souder enfin ces deux faces objectivement complémentaires de notre humanité. Par cette innovation sans précédent, par cette compréhension exhaustive et enfin calculable de notre réalité foncièrement spécifique, le breuvage amer, peu ragoûtant et périodiquement imbuvable de notre soif de progrès, deviendra le nectar apaisé d'une véritable tempérance socio-économique, aussi précisément mesurable que les fins dosage qui font tout le secret d'un parfait cocktail. La clarification en question, uniquement possible à condition de respecter les 50% bruts du fameux minimum-maximum précédemment défini, consiste donc en un simple réaménagement de l'ensemble des ressources socio-économiques, mais avec à la clé l'inversion absolue de tous les signes moins en signes plus, car la nature même des éléments de chaque domaine sociétal s'en trouvera transformée pour le meilleur, tout en autorisant sans aucune douleur la fameuse décroissance écologique nécessaire sous forme de suppression spontanée de la quasi-totalité des gaspillages actuels, tant publics que privés, puisque chaque adaptation à des circonstances nouvelles restera égalitairement supportée ou assurée. S'agissant ici, pour commencer, de l'avenir du domaine public, l'assainissement historique correspondant à cette clarification aura pour effet de réduire la plupart des besoins et dès lors des dépenses de type palliatif dans des proportions aujourd'hui inimaginables, en remplaçant positivement la quasi-totalité des allocations socialement réparatrices de l'assistanat par la garantie citoyenne d'un revenu universel,
ce dernier étant d'autant plus facile à assurer qu'il correspondra toujours à l'utilité commune d'un équivalent travail à mi-temps impliquant enfin tous les citoyens. En l'occurrence, en considérant l'universalité de ces nouvelles ressources, impliquant aussi les adultes actuellement inactifs et incluant de surcroît les économies précitées en matière de replâtrage sociétal, une simple réflexion ou observation intuitive permet de tenir ici le pari que, pour un pays développé tel que la France d'aujourd'hui, le revenu universel disponible s'établira sans difficulté à un minimum de 1 500 € mensuels par citoyen adulte, pour une activité participative universelle équivalent à seulement 2 journées et demie travaillées par semaine. Estimation minimale que pourront corroborer tous les bi-économistes de demain sur la base factuelle de l'analyse minutaire. Cela correspondra également à terme, c'est-à-dire au fil de la cicatrisation progressive des nombreuses plaies sociétales d'aujourd'hui, à la réduction des besoins sociétalement palliatifs dans une proportion de 75 à 80%, soit entre les 3/4 et les 4/5, s'agissant de santé, de police, de justice et de rattrapage éducatif, autre pari ici sereinement formulé. Concernant le vécu de chaque citoyen à travers sa participation au domaine public, il est facile d'imaginer la révolution psychologique qu'un tel progrès sociétal autorisera avant longtemps, car la sécurisation activement partagée de ces 1 500 € de revenus universels mensuels couvrira déjà suffisamment tous les besoins sociétalement vitaux de la période historique correspondante, non seulement en termes de pouvoir d'achat minimal et de consommation matérielle et culturelle usuelle, mais plus encore en incluant la dignité que restaurera l'utilité commune universelle et ses conséquences émancipatrices sur le comportement de chacun, tandis qu'à ces nouvelles garanties vitales s'ajouteront nombre de services publics gratuits, y compris socio-culturels, rendus désormais accessibles par la considérable main-d'œuvre supplémentaire que cette réorganisation historique suscitera. Le partage objectivement fondé et mesuré, qui s'universalisera ainsi entre tous les citoyens adultes, aura un effet synergique surmultiplicateur en matière d'échanges et de relations interindividuelles, dès l'échelon du quartier-village et de la commune, ce qui sera propre à donner un sens enfin concret à la notion du vivre ensemble que suppose la moindre société humaine digne de ce nom. Il en résultera automatiquement un apaisement généralisé des violentes oppositions de survie primitivement concurrentielles que l'humanité traîne comme un boulet depuis la nuit des temps. Autrement dit, la disparition définitive de la précarité permanente, du souci le plus fondamental de toute existence terrestre, de l'injuste discrimination à l'encontre des plus faibles, de la misère morale que représentent la surdépendance et la surexploitation, et deux mots aussi complémentaires et indissociables que les deux faces d'une même médaille en deviendront aussitôt réalité. La justice et la paix socio-économiquement fondées et préservées par leur constitution délodiste exhaustive. Au cœur de ces réflexions sur la dimension vitale des rapports socio-économiques se trouve bel et bien la seule solution à l'équation historique associant depuis toujours chaque individu et la société dont il dépend. Équation ô combien essentielle pour le vrai bien-être de la paix, dont les termes également légitimes pourront enfin s'équilibrer en toutes circonstances. Ainsi, à la différence des actuelles suggestions de revenus universels, déjà exprimées par un nombre croissant de spécialistes, voire jusqu'au sein d'institutions internationales de philosophie libérale, il ne s'agit pas d'une aumône plus ou moins intéressée pour acheter la paix civile ou relancer la demande, mais bien du droit légitime de tout être humain devenu adulte, enfin associé aux devoirs citoyens correspondants en termes de participation minutaire, tandis que par le principe du calcul bi-économique, l'opposition duale entre le social et l'économique pourra se résoudre pour de bon grâce à une articulation distinctive proprement socio-économique, autrement dit pleinement sociétale. De la même manière, l'assainissement et l'apaisement qui seront ainsi rendus possibles concerneront la politique économique, puisque l'État et le domaine public délodiste orienteront les priorités dans le sens de la préférence majoritaire et de ses attentes les plus localement ressenties, à travers des rouages devenus démocratiques et transparents, offrant la meilleure garantie face à la moindre corruption, autre source précieuse d'économies considérables en matière de budget.
Concernant le secteur privé et ses libres entreprises, les mêmes progrès qualitatifs se feront ressentir en termes de clarté et de simplicité en matière de droits et de devoirs de chacun, entre autres grâce à une évolution en profondeur des relations humaines propres au cadre socio-professionnel. En effet, les obligations et les garanties incompressibles définies par la répartition bi-économique fixeront une fois pour toutes les limites objectives des comportements socio-économiques de l'ensemble des partenaires concernés, en termes de proportion d'équilibre optimale correspondant à la néogestion la plus juste possible, dans le sens enfin exhaustif de ce qualificatif, c'est-à-dire tant du point de vue strictement économique que social et écologique, puisque c'est finalement le non-respect du point d'équilibre pyramidal des 50% bruts de partition qui fausse chaque construction sociétale, induisant mécaniquement les pires gaspillages, jusqu'à l'effondrement. Chaque salarié, commerçant ou entrepreneur, aura les moyens de mesurer son impact, voire sa valeur sociétale additionnelle, à l'aune de la référence constamment fiable du minimum-maximum objectivement défini par l'analyse minutaire, et de son expression historique sous la forme du revenu universel du moment, avec l'avantage sans précédent d'être pleinement conscient de la proportion juste et indépassable de revenus personnels nets ainsi définis, proportion au-delà de laquelle tout humain devient illégitimement délinquant et socialement nocif, c'est-à-dire responsable d'une violence anonyme et indirecte qui nourrit encore aujourd'hui de multiples formes d'exploitation ou d'esclavage relatif ou absolu. Mieux encore, chaque citoyen saura pertinemment que le plus petit dépassement de cette proportion, au-delà de la juste récupération de son propre revenu universel, serait un pur non-sens en termes de gestion de ses propres intérêts, nonobstant la sournoise tentation des apparences et des réflexes historiques les plus primaires. Selon le statut de chaque personne, les 1 500 € minimum de revenu universel, du moins pour l'exemple français sous-entendu, correspondront donc à un pourcentage très variable du revenu individuel total, en fonction du niveau socio-professionnel exprimant la chance ou le mérite historique de chacun, mais sans jamais remettre en cause la proportion minutarisée de l'unique participation citoyenne au domaine public, non seulement pour le bien commun, mais dans l'intérêt bien compris d'une liberté privée rendue objective et inoffensive. Sur la base légitime d'une classe citoyenne commune, et dès lors que les conditions d'une société enfin démocratiquement apaisée se trouveront établies via le délodisme bi-économique, chacun pourra évoluer selon ses véritables mérites avec la satisfaction de s'enrichir ou de s'épanouir plus ou moins en tant que leader, selon un libre choix dépourvu de tout effet vital pervers ou de la moindre nocivité vis-à-vis d'autrui, et avec la fierté de participer à la richesse commune de façon objectivement égalitaire, en fonction de ses capacités financières personnelles. Car le seul argent que l'on gagne véritablement sans rien devoir à quiconque ne représente que la moitié de l'ensemble des revenus personnels apparents, augmenté de la valeur historique objectivée du revenu universel, ce qui s'avérera toujours d'autant plus suffisant voire superflu que l'on dépassera plus largement ce dernier. En fonction des autres priorités socialement définies, les 1 500 € en question pourront largement évoluer vers le haut au fil du temps, et plus concrètement, seules les futures analyses minutaires permettront de préciser le pourcentage relatif atteint par le revenu universel pour tel ou tel décile de la population française, détail dont le seul intérêt sera de permettre à chacun de se situer plus clairement que jamais par rapport à ses concitoyens, du moins sur le plan de l'aisance matérielle. Cela dit, et s'agissant des mêmes secteurs et domaines privés, les effets positifs de la partition-répartition bi-économique seront tout aussi patents vis-à-vis des agrégats étudiés précédemment, depuis les salaires jusqu'aux profits, en passant par l'emploi, la consommation, l'épargne, l'investissement et l'endettement, sachant ici que les nouvelles conditions sociétales en jeu assainiront ces éléments moteurs en termes de nature, tout comme elles les tempéreront en termes de proportion. La liberté universellement préservée pour chacun sera à même de révolutionner positivement les comportements et les relations, surtout en valorisant enfin le travail à son niveau objectif, tandis que le citoyen, en tant que travailleur-consommateur, sera libéré des excès entretenus par l'interdépendance encore vitalement inégalitaire de notre pesanteur historique.
Cette liberté universelle de choix, sans précédent, deviendra paradoxalement un véritable privilège citoyen généralisé, à l'opposé de l'aliénation confuse historiquement subie jusqu'aux deux extrémités de l'actuelle échelle socio-professionnelle, tandis que l'émancipation de tous, grâce à chacun, remettra enfin le temps à sa juste place par rapport à l'argent, ce qui induira des comportements spontanément responsables et équilibrés, en lieu et place de tous les excès que l'on déplore encore. Alors se trouveront pour la première fois réunies les conditions historiques objectivement humanisées d'une authentique responsabilité citoyenne, d'une citoyenneté enracinée dans la réalité socio-économique via la mutualisation égalitaire de la seule moitié des richesses produites, et dès lors à terme du patrimoine correspondant, libérant simultanément les deux aspirations qui fondent notre humanité et nous distinguent en degrés de la faune et de la flore. Par l'effet contextuel de cet apaisement généralisé, tout à la fois individuel et collectif, les besoins actuels de suraccumulation ou de sursécurisation se verront réduits aux plus justes proportions, supprimant de facto le principal prétexte à abuser de nos pratiques économiques nocives, des comportements privés, en réalité irrationnels, cachés sous le symptôme de l'obsession financière, tandis qu'inversement la valeur du temps retrouvé fera savourer chaque moment de vie, en laissant un libre choix constant à chaque citoyen de l'espace républicain. Dans ces nouvelles conditions, le pari délodiste et bi-économique se double de la promesse qualitative d'une priorisation enfin assainie des besoins à l'échelle de l'individu comme de la société, muant la pseudo-efficacité financière et strictement économique en efficience sociale et sociétale, condition de la transformation de la moindre croissance en progrès et de l'écologisation de nos comportements les plus quotidiens. Le citoyen de base, au même titre que le multimilliardaire le plus célèbre, touchera le même revenu universel en échange de la même moitié de son temps terrestre actif, tel que démocratiquement défini, simplement parce que l'un et l'autre ont objectivement la même valeur humaine. Et tout porte à penser que, subissant une activité communale par définition non choisie, ce simple citoyen souhaitera s'impliquer bien au-delà de ce minimum garanti, soit en tant qu'actif indépendant, soit en se faisant embaucher au service d'autrui, à cette énorme différence près que la dite embauche sera vécue comme une libre association sans la moindre incidence vitale subie, ce qui, de l'autre côté du contrat, filtrera quasi automatiquement les initiatives les plus dignes de fleurir, celles qui se fondent sur une créativité utile et non plus sur la moindre exploitation indue. Mais si le citoyen de base en question, pour quelque raison que ce soit, se contente de cette dépendance socio-économique totale, il accomplira son minimum de participation universelle comme tout un chacun, tandis que son impôt participation, pourtant à mi-temps, sera équivalent à 100% de son temps d'actif et 100% de son revenu total, moyennant une privation de liberté sur la teneur de son activité si son emploi n'est pas délibérément choisi sur une base réciproque ou en situation d'autonomie. Via le calcul biéconomique minutarisé, celui qui gagne 3 000 € mensuellement en gagnera en réalité 1 500 dans le cadre du domaine public, puisque son impôt participation correspondra à la moitié de son revenu total, auquel s'ajouteront ces 1 500 € de revenus du domaine privé, ce qui équivaudra dès lors à une opération blanche pleinement justifiée, au travers d'un cas particulier logique en termes comptables. Dans ce cas, tout se passe comme si la personne en question ne payait pas d'impôt, du moins dans le seul sens répartitif du revenu universel, bien qu'en réalité, elle participe au domaine public comme tout autre citoyen, en termes de minutées objectives, ainsi que par ailleurs d'impôts classiques de nature non redistributive, ce dernier point constituant un tout autre sujet qui ne pourra être abordé, d'ici la fin de ces réflexions, qu'après avoir résolu l'équation de la tempérance. Il n'en sera pas de même pour tous les revenus supérieurs au double du revenu universel, puisque, par exemple, l'équivalent d'un revenu de 6 000 € par mois impliquera un impôt participation de 3 000 €, dont la moitié se verra récupérée en revenu universel. On peut déduire de cela que pour tout revenu 4 fois supérieur au revenu universel, ce dernier, tout comme l'impôt participation correspondant, équivaudra de facto à une proportion de 25% de l'ensemble des gains individuels concernés, et ainsi de suite,
au fil de l'augmentation quasi illimitée des revenus. Il est ici assez logique d'observer que plus les divers revenus d'un citoyen fortuné augmenteront, plus la proportion de sa part d'impôt-contribution nette s'approchera de la limite théorique des 50%, sans toutefois jamais l'atteindre, en raison de la restitution légitime, sinon du dégrèvement comptable du montant précis du revenu universel. De la même façon, cette garantie citoyenne verra sa proportion diminuer en fonction de la réussite socio-économique du citoyen contribuable. À titre d'exemple pratique, un multimilliardaire récoltant historiquement 6 millions d'euros par mois n'en gagnera par conséquent personnellement que la seule moitié privée, soit 3 millions, augmenté des 1 500 euros de revenus universels, soit un total net de 3 500 euros, tandis que pour lui, l'impôt participation nette représentera 2 998 500 euros, soit 49,975% de l'ensemble de ses revenus mensuels, et qu'inversement, le revenu universel ne représentera donc que 0,025% du même ensemble. En toute obligation fondée sur l'égalité universelle qui précède l'aventure spécifique de chaque vie, ce super-contribuable participera donc objectivement à la péréquation dans les mêmes proportions que n'importe quel autre citoyen, conscient que son immense richesse est due pour moitié à l'ensemble du patrimoine socio-économique cumulé de la communauté humaine dont il profite particulièrement, quelle que soit la diversité des pays d'où il tire ladite fortune. Son revenu objectif sociétal sera bien de 1 500 euros au titre d'être humain et citoyen solidaire, outre un égal accès aux biens communs mutualisés, alors que son revenu historique légitime, incluant ce revenu universel, et mérité d'une façon ou d'une autre par les conditions légales et culturelles du moment, ne saurait être supérieur à 3 500 euros pour cet exemple précis. Plus intéressant encore, le côté répartitif vital de la péréquation sociétale tempérante signifie aussi qu'une partie non négligeable de la population adulte active verra augmenter son revenu historique au prorata de chaque situation individuelle, mais selon des critères de référence ainsi que des proportions sociales et financières qu'il reste à établir de façon objective, universelle et transhistorique afin d'abstraire la loi sous-jacente aux pesanteurs contingentes, ce qui ne saurait être formulable qu'après avoir exploré la face culturelle de l'édifice étudié, objet du prochain livre de cette recherche. D'où l'incomplétude relative des exemples ci-dessus envisagés, malgré leur teneur déjà révélatrice. Ces 4 cas de figure permettent de comprendre les tenants et aboutissants du principe d'imposition-répartition universelle, en même temps que l'intérêt sans précédent de la proportion unique à respecter en tant qu'application historique d'un minimum-maximum, dès lors devenu la condition sine qua non de l'équilibre sociétal durable, de la justesse économique la plus efficace, tout autant que de la justice sociale la plus aboutie. Là se trouve la clé désormais techniquement disponible de la juste paix civile, si maladroitement recherchée par l'humanité depuis ses premiers balbutiements. Quelle que soit la façon dont on pourra vérifier et calculer les interactions paramétriques de la réalité socio-économique, le minimum-maximum bi-économique se trouvera confirmé en tout lieu et à toute époque, en tant qu'unique proportion d'équilibre possible. À travers les 4 exemples décrits plus haut, la répartition que suppose tout impôt prend enfin corps de façon aussi objective et même scientifique que possible, autorisant pour la première fois une gestion exhaustivement sociétale de chaque collectivité humaine par elle-même, en respectant la double essence de notre humanité de façon mesurable et transparente, entre autres grâce à l'universalité de l'analyse minutaire. À l'opposé du Léviathan bancal et désarticulé jusqu'à présent construit sur de fausses bases et toujours vainement étayé jusqu'à l'effondrement, le futur paysage macro-socio-économique pourra enfin se simplifier en se fondant sur l'essentiel, en parfaite souplesse d'adaptation culturelle, historique et géographique. Ainsi s'articule la charnière entre public et privé, entre société et individu, de par la relation unissant pour chaque citoyen sa participation minutaire objective à sa participation financière historique, tandis que les différentes situations explorées via les exemples précédents aident à mieux comprendre le sens des diverses situations citoyennes possibles, tout comme l'appartenance de fait de chacun au même domaine public.
Le citoyen de base, qui s'avère dépendant et donc pris en charge par la commune locale, participera logiquement à 50% au domaine public, du moins par rapport au temps complet potentiel officiellement défini, et ce, tant historiquement que minutairement, afin de profiter d'une vie matérielle et culturelle décente, voire déjà suffisante, démocratiquement définie par la majorité citoyenne, la plus directe, pour la satisfaction de tous les besoins communs propres à la société humaine en question, moyennant une fonction ou un travail aussi utile à la communauté que n'importe quelle profession du secteur privé. À l'autre bout de l'échelle sociale, le multimilliardaire indubitablement plus chanceux participera au domaine public dans la même proportion invariable de 50%, tout en retirant au bout du compte un revenu historique finalisé très légèrement supérieur au même pourcentage, en incluant le revenu universel. Dans tous les cas de figure, pour l'un et l'autre de ces citoyens, comme pour n'importe quelle tierce personne en situation intermédiaire, la double nature d'être social et de libre individu sera ainsi respectée et évaluée de la seule façon objective possible, quel que soit le contexte sociétal. Il ne faut pas croire pour autant que seuls les plus riches, à partir de la classe moyenne supérieure, participeront à l'impôt et aux dépenses publiques autres que la garantie citoyenne et son revenu universel, car, en réalité, chacun se trouvera égalitairement impliqué dans le pool total de la mutualisation sociétale ainsi rendue possible, favorisant un effet de vase communicant profitable à tous du point de vue objectif autant qu'historique. Ainsi, les entrepreneurs et autres leaders socio-économiques mériteront toujours d'être aux commandes de l'innovation et du progrès, sans doute même sans limite de plafond, mais en sachant assumer précisément la juste contrepartie de leur pouvoir additionnel sous forme de participation au domaine public, via la quasi-moitié de tous leurs revenus, sachant ici qu'il en sera de même pour les personnes morales hiérarchiquement correspondantes. Mériter sa richesse, c'est satisfaire pleinement à son devoir de citoyen sans en faire assumer la moindre partie via l'appauvrissement minutaire, et donc sociétalement vital, de qui que ce soit d'autre. 4. Une souplesse à toute épreuve. La définition technique et optimale du revenu universel semble de fait correspondre au fameux concept historique du SMIC pour ce qui concerne la France, ou plus généralement du revenu minimum que toute société doit légitimement assurer à chaque adulte actif, quel que soit le niveau de développement du pays considéré, et l'intérêt premier de la solution bi-économique exprimée en termes de minuté consiste à en définir enfin les bases objectives, tout en autorisant une souplesse totale quant à l'expression historique et individualisée de la contribution qui correspond. Qualité majeure de l'universalité, ladite souplesse concerne aussi la relation entre les sphères publiques et privées, sans affecter en aucune façon l'équilibre interdomanial en matière de calcul. En effet, point n'est besoin de congeler la société en deux domaines strictement séparés ou opposés, ou inversement mixés jusqu'à la confusion, comme c'est hélas le cas historiquement, car désormais, le calcul minutaire et son actualisation historique financière permettront aux deux sphères sociétales de communiquer et de s'auto-équilibrer en permanence, qu'il s'agisse de la valeur des biens et services concernés ou des activités et autres responsabilités socio-économiques afférentes. À la seule condition d'être en situation politique délodiste de choix majoritaire quant à la définition des priorités du domaine public, la fourniture historique de certains produits et services correspondant à ce domaine peut très bien être le fait du secteur privé, s'il s'avère plus performant ou plus inventif, dans la mesure où les activités directement concernées par l'intérêt public seront de toute façon contrôlées par les citoyens en tant que premiers donneurs d'ordre, à la façon dont une très grosse entreprise cliente impose ses 4 volontés à son sous-traitant ou fournisseur. Pour toute sous-traitance ou situation équivalente, il importe que les conditions de la production, l'établissement du prix et la fixation des normes de qualité du produit ou service soient imposées ou contrôlées par le domaine public, via la majorité citoyenne directe. Le schéma de partition-répartition bi-économique s'avère ainsi applicable en souplesse, en fonction de la préférence majoritaire et de la culture socio-économique propres à chaque pays, telle que résultant d'une histoire toujours spécifique, sans que la balance parfaitement équilibrée de ladite société puisse être remise en cause
dans le calcul actualisé de l'unique proportion qu'impose l'équilibre minimum-maximal. Désormais décentralisée et enfin rendue transparente par les rouages d'élodistes, les activités d'intérêt éminemment général resteront sans doute toujours l'apanage des pouvoirs publics, comme c'est le cas de la plupart des responsabilités dites régaliennes jusqu'à présent. Mais l'association de ces progrès politiques à la solution bi-économique n'empêche aucunement d'imaginer une sous-traitance du privé par le public, enfin assainie et dûment contrôlée, dont les activités concernées dépendront du libre choix majoritaire. De fait, l'histoire de tous les pays, un tant soit peu développés, est aussi celle d'une relative concurrence entre diverses solutions plus ou moins improvisées et, hélas, corrompues par l'absence de la double solution ici développée. Quelles activités de production de biens ou autres services faut-il faire assurer par les seuls pouvoirs publics? Peut-il être préférable de laisser le secteur privé s'en occuper? Dans quelle mesure une solution de régie ou entreprise d'État peut-elle concurrencer le secteur privé en lui servant d'exemple? Faut-il maintenir des activités mixtes, mais désormais sur la base d'une double comptabilité publique et privée? En réalité, ces interrogations pourront potentiellement induire n'importe quelle réponse à l'avenir, pourvu que la démocratie locale directe et le calcul bi-économique minutarisé soient constamment en vigueur, seule et unique façon historiquement objective d'équilibrer la société et d'assainir les pratiques correspondantes. Ces très légitimes interrogations alimentent les débats récurrents sur la privatisation ou la nationalisation de tel ou tel secteur d'activité économique, voire sur l'ajustement variable de la concurrence et de la complémentarité intersphérique entre public et privé, chacun pouvant constater à quel point le néolibéralisme actuel, par trop omniprésent, profite des colossaux enjeux financiers chaque fois impliqués, sur fond opaque de corruption ou manipulation de faits d'élus minoritaires au vrai sens d'élodiste du terme. Sitôt la maîtrise du domaine public assurée par la majorité citoyenne, les solutions pratiques pourront varier sans risque de corruption systémique en fonction des libres choix collectifs, sachant que l'analyse minutaire pourra servir d'étalon pour évaluer les coûts, prix et profits afférents sur la base de critères de productivité contrôlés le plus localement possible. En lieu et place des énormes subventions accordées au secteur privé, le plus souvent abusives et très mal réparties, qui sont l'équivalent symétrique et ubuesque d'aides sociales à fonds perdus et à sens unique si typique de l'interventionnisme improvisé d'aujourd'hui, la gestion bi-économique et délodiste de l'avenir permettra de contrôler mieux que jamais les effets de toute politique économique majoritaire, en évitant d'engraisser les multinationales qui délocalisent et licencient à tour de bras, ou de compenser systématiquement les baisses d'impôts des plus riches par le détournement des contributions citoyennes en leur faveur, via une politique de l'offre sans contrepartie équivalente du côté de la demande, avec l'effet pervers de l'accumulation boursière apoplectique de toutes les liquidités. Quelle que soit la répartition pratique des productions de biens et de services résultant des choix politiques du moment, la communication interdomaniale, ainsi filtrée par le principe bi-économique et minutarisé, assurera la compensation automatique de l'échange des valeurs socio-économiques. La privatisation ou non de telle ou telle activité sera sans effet pervers possible, puisque, en tout état de cause, un unique mode de calcul universel garantira toujours l'équirépartition minimum-maximale correspondante, à travers l'actualisation historique de tous les revenus et profits afférents. À terme, il ne fait dès lors aucun doute que les salaires et profits se redéfiniront de façon aussi équilibrée et objective que possible, du seul fait de l'existence d'un domaine public digne de ce nom, avec pour heureux résultat l'émancipation de tous les éco-citoyens vis-à-vis de leur confuse pesanteur historique. Les options politiques devront bel et bien devenir majoritaires pour être légitimes, moyennant quoi le principe bi-économique et minutarisé ici proposé préviendra tout biais possible sans risque d'aggravation fatale au fil du temps. Si, à titre d'exemple, les Français décident majoritairement de privatiser tel ou tel moyen de transport, la loi peut prévoir un contrôle strict sur cet outil stratégique pour la population, peut aussi imposer certaines conditions avantageuses devant faire partie de la garantie citoyenne, et de toute façon, tous les profits directs et indirects réalisés par le secteur privé participeront au domaine public dans la même proportion qu'en situation de régie ou d'infrastructure collective.
Il est donc clair qu'en termes comptables, le principe du calcul bi-économique s'accommodera de chaque situation à venir, sans donc pour autant socialiser ni libéraliser à outrance la société humaine concernée. Toutefois, et en concordance avec la loi bisphérique tendancielle maintes fois mentionnée, il est plus que probable que les deux sphères sociétales finiront par s'équilibrer en deux domaines peu ou prou équivalents, en termes de poids sociétal objectif et historique, avec à la clé une répartition complémentaire des innombrables activités en jeu, ne serait-ce là qu'en raison de la tendance spontanée du secteur privé à privilégier les activités les plus lucratives, et du besoin tout aussi naturel de son équivalent public de fournir des services essentiels sans recherche de rentabilité. Cela revient à dire que, dans la mesure où les rôles respectifs des deux hémisphères sociétaux seront historiquement appelés à se compléter d'une façon ou d'une autre, peu importeront les conditions contingentes ou nationales des options préférées du moment, tant que le minimum-opti-maximum et son juste équilibre se trouveront en tout point respectés en termes de valeur financière et minutaire. Cela confirme que le principe bi-économique est compatible avec n'importe quel contexte historique sociétal, y compris concernant toutes les options et stratégies possibles en matière d'interventionnisme ou de planification, si le besoin majoritaire correspondant se fait ressentir. Les conditions systémiques assainies concernant les priorités décisionnelles et le respect du minimum-opti-maximum via le calcul minutaire changeront la nature des interférences publiques sur l'ensemble de la réalité socio-économique de façon désormais positive, et ce d'autant plus qu'il sera enfin possible de prévoir et de quantifier plus facilement que jamais les éventuels effets dominos ou boomerang de telle ou telle mesure. 5. Un équilibre pluridimensionnel. En observant l'évolution économique de ces dernières décennies à la lumière du principe bi-économique et de l'évaluation minutaire, on est en mesure de comprendre le sens caché des aberrations qui, de fait, négativisent les principaux agrégats que résument la dette, l'emploi, l'investissement, la consommation ou l'épargne. Pour aller plus loin que les remarques déjà développées sur ces diverses dimensions, force est de constater qu'en raison du confus mixage monosystémique, de l'absence d'évaluation minutaire exhaustive et du non-respect de l'équilibre interdomanial, tous les rouages socio-économiques se trouvent constamment contaminés par le biais du comportement historique subjectif que dicte l'obsédante recherche du surprofit privé. Concernant l'endettement, par exemple, sa double réalité, individuelle chez les particuliers et collective s'agissant de l'État et des pouvoirs publics, n'est que le reflet des excès engendrés par une histoire jusqu'à présent subie. Le surendettement d'un nombre croissant de citoyens devenus incapables de rembourser résulte principalement de la précarité systémique induite par l'abus de libéralisme à travers la compression des salaires et la précarisation de l'emploi, comme si ces sommes d'argent compensaient, finalement, les portions de salaire illégitimement volées aux citoyens concernés, mais avec pour indue conséquence une mise sous dépendance assimilable à une forme d'esclavagisme sociétal, bâillonnant de la sorte les derniers de cordée pour mieux en museler la légitime quête de justice. Par le biais de leur consommation, ces populations défavorisées rendent leur salaire au patronat, en se laissant tromper par les abus du marketing et de la dégradation touchant la qualité de biens et services dont l'importation précarise plus encore leur emploi, simple évolution de plus en plus anonyme des commerces d'entreprise des célèbres cités ouvrières et paternalistes d'antan. Ainsi, depuis les années 1980, cette monologique mondialisée empoisonne la vie quotidienne des citoyens les plus faibles, et littéralement leur santé physique via l'industrie agroalimentaire, comme peuvent en témoigner tant d'études sociologiques et médicales ou sanitaires. De leur côté, les pouvoirs publics s'endettent inexorablement sous le triple effet déséquilibrant de la détaxation croissante des plus riches, de la privatisation des pouvoirs monétaires et de l'augmentation constante des besoins sociétaux d'ordre palliatif, suscitant une spirale descendante, autrement dit négative, en lieu et place de toute politique interventionniste sociétalement profitable. C'est bel et bien au travers de cette perversion historique habituelle des composantes économiques que toute interférence publique, en particulier gouvernementale, induit plus d'effets boomerang négatifs que de conséquences constructives. À l'instar du cas des particuliers endettés, on peut dire que l'État s'endette artificiellement,
et ce d'autant plus que son droit souverain lui permet, en dernier ressort, de créer l'argent dont il a besoin. Même si le processus est rendu anormalement complexe concernant la France d'aujourd'hui, en raison d'un pouvoir supranational européen honteusement illégitime à ce jour. De fait, l'argent accumulé par le secteur privé et bancaire via les formes les plus diverses d'exploitation et de spéculation, augmenté des remises d'impôts envers les plus riches et d'un exode fiscal toléré par l'Europe, sert de prétexte à prêter aux États ce qu'on leur doit déjà, en espérant un intérêt qui n'est même plus garanti depuis que l'aberration de cette antilogique financière se cogne au plafond de ses propres contradictions. Il s'agit bien là d'une fausse dette, dont la disproportion donne l'exacte mesure des déséquilibres financiers et sociétaux, atteints par un capitalisme devenu intrinsèquement ultra, et donc antilibéral. Cette aberrante situation n'empêche pas les tenants de la rigueur néolibérale de promouvoir le remboursement intégral de la dette dite souveraine, tant ces derniers sont obnubilés par un équilibre strictement financier, rendu de fait historiquement impossible par les termes mêmes du processus en jeu, y compris s'agissant de l'épargne des citoyens. En fait, tout se passe comme s'il ne s'agissait que d'un simple jeu d'écriture, permettant de jongler sur les termes, une simple convention comptable, à la façon de dettes ou autres déficits de SA ou de SARL reportables à l'infini, de chaque exercice sur le suivant, sans aucunement affecter la viabilité réelle de l'entreprise. La preuve en est qu'en dernier recours, sous la pression des conséquences socio-économiques du Covid-19, la très vertueuse Europe et ses États membres font tourner à leur guise la fameuse planche à billets afin de sauver les meubles et éviter quoi qu'il en coûte la remise en cause des rouages systémiques, dans l'espoir à peine voilé de reprendre dès que possible un cap ultralibéral encore plus rigoriste. Cette généreuse parenthèse obtenue par la seule force d'un virus est hélas aussi temporaire que l'aumône de circonstances octroyée aux Gilets jaunes par le gouvernement français. Mais il est à remarquer que dans les deux cas, l'effet inflationniste tant redouté est quasi inexistant, en raison même de la rareté des liquidités nécessaires aux achats les plus utiles ou quotidiens, ce qui est somme toute assez logique, puisque les règles du jeu sociétal font promptement disparaître les masses d'argent correspondantes du marché réel au profit de la spéculation financière, via le double effet de la gestion inégalitaire des rapports du travail et de la frilosité du système bancaire face à la précarité induite des citoyens, lesquels ont le plus grand besoin d'emprunter. Ainsi, les masses d'argent insufflées disparaissent-elles aussitôt de l'économie réelle lorsqu'elles parviennent à l'atteindre, tandis que l'état encore aggravé de la société entretient une inquiétude généralisée face à l'avenir, dont l'effet est de plomber la consommation ou demande en gonflant une fragile épargne de précaution dans des proportions excessives. Tout se passe comme si l'on saignait un patient en même temps qu'on le transfuse, tel le vain remplissage d'une vaste baignoire dont on aurait stupidement oublié de boucher le siphon d'évacuation. Faute d'avoir atteint l'équilibre du minimum-maximum que seul le calcul bi-économique minutarisé permet d'obtenir et de pérenniser, tout fonctionne donc à l'envers, sous le diktat de comportements socio-économiques en réalité de plus en plus irrationnels, tandis que la dette publique tente vainement d'en compenser les conséquences de façon historiquement instable, voire très souvent aggravante, en raison de la multiplication des replâtrages constamment induits par l'empirisme du monosystème en cause. Car, en toute logique, le secteur public devra sans cesse payer au prix fort l'irrationalité sociétale du secteur privé, tant que ce dernier n'assumera pas sa juste part de responsabilité sociale via la proportion des 50% d'impôt participation brute. Ainsi peut-on voir à quel point l'absence de gestion bi-économique et minutarisée pollue la nature même des principaux agrégats socio-économiques, démontrant en creux, et en avance sur l'histoire à venir, tout le bénéfice sociétal qu'assurera une écodémocratie enfin appliquée dans le quotidien des relations sociales, tandis que le double principe de partition domaniale et de répartition citoyenne garantira le respect symétrique du minimum d'égalité objective et du maximum de liberté historique. 6. De la politique bi-économique au localisme écologique. L'interventionnisme des pouvoirs publics, aux divers échelons géographiques correspondants, restera toujours utile pour faire face aux plus grandes priorités, a fortiori chaque fois qu'une évolution culturelle ou technologique
bouleversera les données socio-économiques, sachant qu'en contexte délodiste, les orientations futures en matière de politique économique seront le fait de choix majoritaires, et non plus dictés par les seuls intérêts financiers ou économiques d'une minorité dominante. Cela dit, pour l'essentiel de la politique la plus courante dans le domaine concret qui fait l'objet de ce volume 2, il suffit de rappeler que le rôle du cadre politique est de garantir en tout point les meilleures conditions d'épanouissement socio-économique des citoyens concernés, avec pour seul objectif, légitimé par délégation, le devoir d'impliquer l'ensemble des personnes majeures composant la République, sachant que ce rôle central s'accomplit via la règle du jeu définie par la loi, et plus encore, la cruciale transmission éducative des droits et devoirs citoyens, sous forme d'écocivisme autant que de conscientisation politique. Les réflexions des sections précédentes ne laissent plus aucun doute possible, puisque cette définition corrobore à 100% le principe de la partition-répartition bi-économique sur la base des 50% bruts définis par le minimum-maximum. Autrement dit, la première condition d'une saine politique économique, c'est d'être socio-économique, donc établie sur le calcul minutaire universel permettant d'équilibrer à tout moment et en tout lieu l'intérêt public de chaque collectivité et l'intérêt privé des individus qui la composent. C'est là la seule règle du jeu qui vaille, la fameuse inconnue de l'équation établie au départ de ce volume 2 des Tempérants, et surtout la seule façon de transformer nos sociétés encore trop primaires en sociétés humaines supérieures, enfin devenues dignes d'ajouter ce qualificatif. C'est aussi l'interface idéale pour concrétiser et universaliser la démocratie socio-économique qui donne corps à tous les droits politiques si hypocritement proclamés depuis les Lumières, ainsi que la garantie d'une juste paix civile historiquement et techniquement accessible. C'est enfin le critère absolu et objectif permettant de définir l'orientation positive ou négative de toute réaction socio-économique, impliquant la moindre valeur minutaire et financière, et le moyen le plus neutre et fiable que l'on puisse objectiver pour différencier les pratiques saines des pratiques nocives et faire ainsi promptement disparaître ces dernières via la clarification systémique tempérante et ses conséquences comportementales émancipatrices. Des pans entiers d'interventionnisme socio-économique se sont négativement constitués au fil du temps pour pallier les mortifères conséquences d'un monosystème toujours déséquilibré, aggravant un imbroglio d'aide sociale aussi pléthorique qu'inefficace, tandis que symétriquement, des milliards d'euros de subventions ont été extorqués par les plus puissants intérêts privés, à force de chantage à l'emploi ou à l'investissement, sur fond de négociations stratégiques opaques, le plus souvent assimilables à une forme légalisée de détournement d'argent public. Les rustines sociales et les fuites de liquidités ainsi improvisées ont abouti à la situation actuelle d'un pays riche tel que la France, vidé de sa substance vitale par l'aspiration et l'évaporation de l'argent utile sous forme de capitaux spéculatifs, pour l'essentiel défiscalisés, en lieu et place du fameux ruissellement promis par un pouvoir politique aussi ultralibéral que minoritaire. Or, pour l'essentiel, la plupart de ces dépenses n'auront plus lieu d'être dans le contexte délodiste et bi-économique que l'avenir réserve à l'humanité, où, plus précisément, leur nature et leur forme pourront se positiver et s'assainir en respectant les conditions réciproques de la garantie citoyenne, de la participation minutaire égalitaire des citoyens au domaine public et de la prise de décision majoritaire que suppose le pléonasme d'une démocratie républicaine. Concernant les relations socio-économiques les plus courantes, l'interventionnisme se résumera de fait au rétablissement d'un cadre national cohérent, dès lors doté de frontières minimales visant à garantir le respect du fameux équilibre bi-économique que représentera la seule proportion minimum-maximale, tout en assurant des ouvertures sur l'extérieur ou l'étranger, devenues par la même occasion plus équitables que jamais. Le bon interventionnisme, celui qui maximise techniquement les effets les plus positifs, en réduisant au strict minimum incompressible les éventuels contre-effets, ne consiste en rien d'autre que la mise en place et le maintien historiquement actualisé de la bi-économie minutarisée en proportion minimum-maximale de 50% brut d'impôt participation, ce que toutes les recherches économiques futures pourront confirmer, pour peu qu'elles soient exhaustives par rapport à leur champ d'application, grâce au dénominateur commun de la valeur minutaire.
Pour garantir cet optimum sociétal, dans le cadre d'une entité de taille démographique suffisante, l'équilibre du cœur pyramidal déjà défini supposera en toute logique la maximisation du localisme social autant qu'économique, ce qui permettra d'équilibrer au mieux les 4 faces pyramidales, toujours dès la plus petite échelle possible, à la façon de subtiles poupées russes ainsi judicieusement emboîtées de l'échelon communal à l'ensemble national ou plus exactement républicain. De fait, l'émancipation, à la fois individuelle et collective, autorisée par le futur cadre délodiste dans sa dimension bi-économique, ne manquera pas de redonner vie à 1001 initiatives des plus locales, favorisant les villes moyennes en tant que solution d'équilibre à dimension humaine, tandis que la majeure partie des importations devra sans aucun doute se muer en une relocalisation urgente du maximum d'activités via un choix politique cohérent et majoritaire. Chaque fois que cela sera possible, que l'essentiel des compétences et des matières premières impliquées sera localement ou nationalement disponible. Toute entreprise, étrangère ou non, souhaitant vendre ses produits ou services en France, par exemple, devra installer et développer les diverses activités correspondantes dans l'une des régions de l'Hexagone ou d'outre-mer. Cette stratégie localiste constitue de fait le b.a.-ba du bon sens le plus commun, en particulier vis-à-vis du respect de l'environnement par la réduction des transports et des intermédiaires logistiques, au point que cet écolocalisme devrait être explicitement intégré à une constitution complète, en tant que principe de préservation de l'équilibre écologique autant que sociétal, offrant dès lors un encadrement juridique et légal plus consistant que l'hypocrisie politicienne d'une simple déclaration de bonnes intentions. On objectera sans doute qu'une telle obligation, en y ajoutant l'assainissement des pratiques socio-économiques, le niveau d'impôt-participation de 50% brut et la suppression de la corruption du public par le privé via la majorité délodiste semi-référendaire, seront autant de facteurs plutôt dissuasifs pour les plus grosses entreprises, tout comme pour certains premiers de cordée nationaux d'aujourd'hui, ce qui pourrait décourager leurs investissements. Bien que cette question soit promise à un développement complet dans le volume 4 et dernier livre de la saga réflexive des tempérants, force est de constater que le nouveau pouvoir politique, devenu citoyen, saura imposer sereinement ses choix majoritaires à l'ensemble des acteurs économiques, via une loi enfin démocratiquement exprimée. De ce fait, la force de ladite loi se rapprochera, du bon côté et pour la bonne cause, de certains aspects des régimes les plus autoritaires en matière de politique intérieure, en termes de respect de chaque niveau d'autorité, grâce à une légitimité devenue enfin incontestable, et les plus gros surprofiteurs n'auront que le choix de s'en accommoder ou de laisser enfin le champ libre aux TPE et PME locales et régionales qui n'attendent que cette occasion pour s'épanouir comme elles le méritent sur tout le territoire national. En dépit du libéralisme mondial, certains pays affirment à juste titre leur souveraineté économique en imposant leurs lois de protection minimale des équilibres nationaux, en particulier dès lors qu'il s'agit de choisir entre importation ou implantation locale. C'est ainsi qu'aux USA et en Chine, les entreprises étrangères sont légitimement obligées de créer des succursales et autres unités de production pour le marché visé, au lieu d'y exporter directement leurs produits, ce qui respecte déjà à minima le bon sens des principaux équilibres en matière d'emploi, de normes de fabrication et de qualité, de prix et de limitation de certains transports toujours polluants, tandis que la Chine va jusqu'à imposer la création de partenariats à majorité systématiquement chinoise afin de s'assurer de la prééminence du politique et de sa loi sur l'économique, priorité encore absolue, nonobstant certains accords très récents avec l'Union européenne. Cet apparent privilège, auto-réservé par ces deux géants, n'a de fait aucune raison d'être interdit à toute société humaine politiquement souveraine, et la honteuse braderie industrielle de pays comme la France démontre l'incohérence des choix politiques et stratégiques directement dictés par les intérêts dominants du secteur privé, via une succession de traités commerciaux assimilables à une vaste corruption, à l'instar du premier hold-up néolibéral déjà mentionné, datant des années 70-80. Ces dérives historiques sociétalement suicidaires, résultat direct de l'asservissement du politique à la dictature de l'économique, seront appelées à disparaître sitôt que les conditions délodistes de l'expression majoritaire
se trouveront constitutionnellement garanties, autorisant une frontière interdomaniale, enfin politiquement étanche à toute tentative de corruption. À dire vrai, le secteur privé restera toujours le moteur de l'histoire socio-économique, comme il se doit, mais le cadre d'Élodiste et son universelle règle du jeu bi-économique créeront les conditions d'un utile filtrage entre les initiatives majoritairement bénéfiques et les intentions néfastes qui polluent précisément la vie et les équilibres de ce même secteur privé, avec les conséquences déplorables que l'on sait. Tout comme les partis politiques, les lobbies et autres groupes d'intérêt privés pourront continuer de plaider leur juste cause auprès des pouvoirs publics communaux, régionaux ou nationaux, lesquels seront désormais assainis grâce à la collégialité décisionnelle, la rotation fonctionnelle, la dépersonnalisation des directions et la validation semi-référendaire des futures majorités citoyennes, tandis que les nouveaux rouages politiques et administratifs ne seront plus corruptibles comme jusqu'à présent, favorisant dès lors la promotion légitime des meilleures propositions citoyennes socio-économiques, en utilisant des procédures transparentes qui décourageront symétriquement les moindres abus de pouvoir et autres quasi-détournements de fonds publics. En se légitimant non seulement politiquement par le délodisme, mais plus encore socio-économiquement grâce à la partition-répartition bi-économique et minutarisée équilibrée à 50% brut, le pouvoir délégué et constamment majoritaire sera plus fort que tout pouvoir minoritaire et plus ou moins usurpé issu de l'empirisme historique, tandis que la souveraineté ainsi assurée s'affirmera aussi fermement qu'en douceur, tant vis-à-vis des citoyens concernés que face à tout intérêt extérieur. Le principe équitable du gagnant-gagnant deviendra dès lors la norme du quotidien, semant la saine contagion d'un nouveau comportement socio-économique, c'est-à-dire d'une rationalité entrepreneuriale exhaustive et de ce fait intelligente, propre à inclure et assumer enfin l'équilibre dual de notre humanité, en se satisfaisant du profit sans surprofit. Les plus gros intérêts privés actuels se sont en partie construits sur un abus de pouvoir et des pratiques objectivement illégitimes, bien qu'historiquement légales, en l'absence de la prise en compte totale de notre double nature socio-économique. Mais l'équilibrage offert par les présentes réflexions leur donnera l'occasion de gagner en qualité ce qu'ils perdront en quantité, à savoir le seul dépassement des 50% bruts du minimum maximum, tandis que concernant tous les investissements productifs, le localisme optimisé en constituera très logiquement la principale contrainte et même conséquence physique correspondante. Leur intérêt bien pensé sera de respecter une loi devenue enfin politiquement légitime, et ce d'autant plus que la gestion bi-économique associée au délodisme permettra de fixer constitutionnellement et une fois pour toutes leur juste proportion de participation en tant qu'agent privé du domaine public. Il suffira en effet que la puissance publique devienne représentative et réellement démocratique pour que le secteur privé la respecte enfin sans pouvoir la corrompre, condition pour que cette même sphère s'épanouisse de façon vertueuse, proprement créative et admirable. Sinon, les plus réfractaires iront se développer ailleurs de leur propre chef, poursuivant désormais en toute connaissance de cause une réussite exagérée peu ou prou assimilable à une violente carrière de mafieux, d'exploiteurs ou d'esclavagistes, sachant que dans le pays qu'ils quitteront, leur part de marché sera aussitôt prise par des concurrents dignes de jouer la partie de cartes désormais sans triche, résultant de ce New Deal tempérant, lequel sera fort heureusement plus définitif que celui d'un certain Franklin D. Roosevelt. Décembre 2020.